Le silence pesait sur la salle du trône, seul mouvement perceptible, la lente et vacillante rotation de la couronne royale immobilisée sur le marbre froid. Pas un souffle, pas un murmure, car chaque âme présente, du monarque à son plus humble garde, s'était pétrifiée, transformée en verre scintillant. Il y a à peine une heure, les rires fusaient, les coupes tressaillaient au toast, célébrant la capture du prétendu sorcier, traîné des provinces lointaines, les poignets liés, le visage impénétrable. Puis, il s'était penché vers le roi, murmuré 6 mots, et la salle devint une galerie de statues. Quels furent ces mots, donc? Avant de les dévoiler, songez ceci, l'histoire regorge d'instants où le pouvoir s'est mué en spectacle, où les hommes sont devenus des trophées, des pièces de collection. L'histoire des empereurs collectionnant nains et géants comme animaux de compagnie, des aristocrates érigeant des os humains et des vies oubliées, prisonnières de cages dorées. Si vous êtes prêt à plonger dans les ombres du passé, à contempler le monde à travers les yeux de ceux qui furent regardés sans jamais être vus, vous êtes au bon endroit. Ici, chaque Anchem est une loupe braquée sur le temps, révélant les détails estompés. S'abonner, c'est la clé des archives, déverrouillant l'histoire complète, fragment par fragment, appuyé sur lecture. La salle du trône attend. L'année 1626. Vous vous trouvez à un banquet magnifique, invité du duc de Buckingham. L'air est saturé des effluves de viande rôtie et de vin doux. La douce lueur des bougies danse sur l'argenterie polie et les joyaux de l'assemblée noble. Devant la jeune reine d'Angleterre, Henrietta Maria, on dépose une grande tarte. C'est une pièce maîtresse grandiose, sa croûte dorée promettant une garniture savoureuse. Mais lorsque la croûte est brisée, quelque chose d'impossible se produit. Un homme en émerge. C'est un garçon de 7 ans, parfaitement formé, mais ne mesurant que 45 centimètres. Il est vêtu d'une miniature d'armure brillante. La cour halète, puis éclate en applaudissements ravis. La reine est complètement charmée par ce petit garçon sérieux. La duchesse de Buckingham se propose de le lui offrir en cadeau. Et ainsi, sa vie change à jamais. Votre nom est Jeffrey Hudson. Vous n'êtes plus le fils d'un gardien de taureaux d'une petite ville anglaise. Vous êtes désormais le nain de la reine, une curiosité vivante à la cour du roi Charles Ier. Votre nouvelle vie est un étrange mélange de luxe et d'objectification. On vous accorde un grand titre, Lord Minimus, et vous êtes considéré comme l'une des merveilles de l'époque. Vous vivez dans un palais, vêtu des plus beaux costumes sur mesure. Vous avez des bas écarlates et une petite selle en velours pour votre cheval. Vous êtes le favori de la reine, et votre image est capturée dans au moins 9 portraits différents, un signe clair de votre importance. Pourtant, vous comprenez votre place. Vous faites partie de la collection d'animaux de compagnie et de curiosités de la reine. Cette collection comprend un géant gallois nommé William Evans, quelques autres nains, et un singe espiègle nommé Pug. Votre valeur est directement liée à votre taille. Si vous étiez un garçon ordinaire, vous ne seriez pas ici. Vous êtes un joyau vivant, précieux pour votre rareté. Pour le divertissement de la cour, vous avez une routine. William le géant mesure plus de 2 mètres. Il fait semblant de fouiller dans la grande poche de son manteau. Puis, il vous sort, au grand éclat de rire des courtisans. C'est une vie confortable, mais ce confort a un prix. Votre humanité est secondaire par rapport à votre nouveauté. Lorsque la guerre civile anglaise déchire le pays, vous voyez une chance de devenir quelqu'un d'autre. Vous restez farouchement loyal à la reine. Vous la suivez en exil alors qu'elle tente de rallier du soutien à la cause de son mari. On vous confie des fonctions de protection et un nouveau titre, capitaine de la cavalerie. Cela ressemble à une validation, une reconnaissance de vous en tant qu'homme, en tant que soldat. Vous désirez désespérément être considéré comme plus qu'un animal de compagnie. Mais même à la cour d'exil de la reine, les vieilles habitudes ont la vie dure. Vous vous retrouvez à retomber dans le rôle de bouffon. Les blagues et les insultes continuent. Un rappel constant de la façon dont le monde vous voit. Vous en êtes devenu profondément irrité. Un jour d'octobre 1644, vous décidez que vous en avez assez.
un courtisan nommé William Crofts, le frère d'un noble puissant, dit quelque chose qui franchit une limite. Vous le défiez en duel. Pour Croft, l'idée est absurde. Il arrive au duel armé d'un grand pistolet à eau, prêt à transformer votre demande d'honneur en une dernière blague. C'est une erreur fatale. Vous arrivez à cheval, armé d'un véritable pistolet. Vous lui tirez dans la tête, et il meurt instantanément. En essayant de prouver que vous étiez plus qu'une mascotte, vous avez scellé votre propre destin. Le duel est illégal, et vous avez tué un homme puissant. L'influence de la reine vous épargne une condamnation à mort, mais vous êtes banni de sa cour pour toujours. La cage dorée est brisée, et vous êtes chassé. Votre vie après la cour est une succession d'épreuves incessantes. Le navire sur lequel vous voyagez est capturé par des pirates barbaresques. Vous êtes vendu comme esclave en Afrique du Nord. Vous passez les 25 années suivantes dans un servage brutal. Pendant ce temps, vous affirmez qu'il s'est produit quelque chose de remarquable. Vous avez connu une poussée de croissance soudaine, doublant votre taille pour atteindre près d'1,20 m. Vous pensiez que le travail intense en était la cause. Finalement, vous êtes racheté et renvoyé en Angleterre vers 1669, mais le pays auquel vous retournez n'est pas celui que vous avez quitté. La cour n'a pas de place pour vous, votre ancienne vie n'est qu'un lointain souvenir. Vous passez vos dernières années dans la pauvreté. En tant que catholique élevé dans la maison de la reine, vous êtes arrêté lors d'une vague d'hystérie anti-catholique. Vous décédez 2 ans après avoir été libéré de prison vers 1680. Vous êtes enterré dans une tombe anonyme de pauvres. La vie de Jeffrey Hudson montre à quel point le privilège d'être une curiosité de cour était fragile. Il a été élevé pour son anomalie physique et rejeté lorsqu'il a exigé d'être considéré comme un homme. Son histoire, cependant, n'est pas qu'une anecdote étrange, c'est une fenêtre sur une histoire oubliée. Pendant des siècles, les personnes les plus puissantes du monde ont collectionné d'autres êtres humains. Les empereurs, les rois et les reines traitaient les gens comme des symboles de statut, des curiosités et des animaux de compagnie. Pour comprendre cette pratique, nous devons en comprendre les termes. Un nain de cour ou un géant de cour était une personne atteinte de nanisme ou de gigantisme employée par une cour royale. Leur rôle était souvent symbolique. En se tenant à côté d'un nain, un monarque paraissait plus grand et plus puissant. Ils étaient traités comme des marchandises échangées entre nobles comme cadeaux, mais ils pouvaient aussi occuper des positions privilégiées, vivre au palais et servir de compagnons. Une autre figure courante était le Maors de cour. C'était un terme utilisé dans les cours européennes pour désigner les domestiques d'origine africaine. Le mot Maors lui-même était imprécis, souvent utilisé pour décrire toute personne à la peau foncée originaire d'Afrique ou du Moyen-Orient. Dans les grands palais, leur rôle était principalement celui d'un symbole de statut vivant. Leur présence était une déclaration visuelle de la richesse du monarque et de sa puissance mondiale. Cela montrait que le dirigeant avait accès au monde exotique au-delà de l'Europe, renforçant ainsi sa domination sur les terres en cours de colonisation. Il faisait partie du théâtre du pouvoir, un symbole tangible de l'influence de leur maître. Cette pratique d'exposer des personnes a évolué. Au XIXe siècle, elle a pris une nouvelle forme plus publique que nous appelons aujourd'hui le zoo humain. On les appelait aussi expositions ethnologiques ou viages négro. Ils sont devenus des attractions populaires lors des expositions universelles. Ces expositions mettaient en scène des peuples non européens, souvent dans des habitats construits et primitifs. Des millions de visiteurs sont venus les voir. Selon les historiens, ces expositions étaient conçues pour mettre en évidence les différences raciales et culturelles, souvent à travers le prisme biaisé du racisme scientifique. Cette pseudo-science était utilisée pour justifier le colonialisme et créer une hiérarchie des races. Notre voyage retracera cette longue et troublante histoire. Nous commencerons dans le monde antique,
en examinant les nains dans l'Égypte pharaonique et leur rôle dans la Rome impériale. Nous verrons ensuite comment les merveilles humaines étaient placées dans les cabinets de curiosité de la Renaissance aux côtés de rares artefacts. Nous explorerons les grandes cours de l'âge de l'absolutisme et enfin, nous verrons comment l'animal de compagnie privé de la cour est devenu un spécimen scientifique public au XIXe et XXe siècle, source. Le désir de collectionner les êtres humains n'est pas nouveau. Pour comprendre ses racines, il faut remonter bien plus loin dans le temps. Vous quittez les cours de la Renaissance européenne et vous vous retrouvez ailleurs, dans un tout autre monde. L'air y est différent. Il est chaud et sec, portant le parfum du sable et la senteur lointaine et fertile du Nil. Vous êtes dans l'Égypte antique, à l'époque des grandes pyramides. Dans ce monde, une personne atteinte de nanisme n'est pas considérée comme un objet de curiosité ou de divertissement. Elle est traitée avec un profond et sincère respect. Vous les voyez se promener dans les couloirs du pouvoir, non pas comme des artistes, mais comme des membres respectés de la cour. Les preuves archéologiques témoignent de leur importance. Ils occupaient des postes de haut rang social. Certains étaient prêtres, chargés de rituels sacrés. D'autres étaient trésoriers, bijoutiers ou gardiens de la garde-robe du pharaon. Leur lien avec le divin était considéré comme réel. La religion égyptienne incluait des dieux comme Bès, une divinité naine qui protégeait les foyers et veillait sur les femmes en couche. Vous pourriez apercevoir une petite amulette de Bès, une figure réconfortante cachée dans un foyer modeste. Lorsque ces individus respectés décédaient, on leur accordait un honneur incroyable. Ils étaient enterrés dans des tombes spéciales près du pharaon lui-même, un dernier témoignage de leur place précieuse dans la société. La célèbre statue d'un fonctionnaire de la cour nommé Sénèbe le montre assis avec dignité, sa femme et ses enfants de taille moyenne à ses côtés. Il est dépeint non pas comme une bizarrerie, mais comme un homme puissant et respecté. Maintenant, laissez l'air chaud de l'Égypte s'estomper. Vous sentez un changement. Le respect a disparu, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus calculateur. Vous avez avancé dans le temps, dans l'Empire romain. La pratique d'amener des nains à la cour a été adoptée par les Romains, mais son âme a été arrachée. Le sens sacré a disparu. Pour l'élite romaine, ces individus ne sont plus considérés comme touchés par les dieux. Au lieu de cela, ils sont devenus des symboles d'un autre type de pouvoir. Ce sont des curiosités vivantes, collectionnées pour divertir et pour démontrer l'immense richesse de leurs propriétaires. Un historien note qu'ils étaient utilisés pour satisfaire un appétit pour la violence et la lubricité. Le contraste est frappant et troublant. Ce qui était autrefois sacré est devenu un spectacle. Cette transformation d'un fonctionnaire respecté en un objet de divertissement a jeté les bases d'une longue et troublante tradition. Cette pratique romaine atteint un sommet bien documenté pendant le règne d'un empereur particulier. Il s'appelle Domitien et il règne de 81 à 96 après JC. Il est connu pour son amour des jeux publics grandioses, extravagants et souvent cruels. Pour lui, l'inhabituel est un outil de divertissement et de choc. Vous vous retrouvez assis dans les gradins de pierre d'une arène romaine. Le soleil s'est couché et l'espace est éclairé par la lueur vacillante et orangée de centaines de torches. L'air est épais de l'odeur de fumée et du murmure de l'immense foule. Domitien aimait organiser ses spectacles nocturnes et ce soir ne fait pas exception. L'historien romain Dion Cassius, qui écrivit un siècle plus tard, a rapporté que Domitien mettait parfois des nains et des femmes l'un contre l'autre dans l'arène. C'est une image saisissante. Mais un autre écrivain, un poète nommé Statius, qui était réellement présent, vous donne une image plus détaillée. Dans son œuvre Les Sylvae, il décrit une scène qui se déroule devant vous sur le sable en contrebas. Il l'appelle un bataillon audacieux de nains. Vous regardez alors qu'ils s'engagent dans une bataille simulée, leurs petites formes projetant de longues ombres, dansant à la lumière des torches. Statius écrit de leurs mains lilliputiennes menaçant l'une l'autre avec de minuscules armes. Il note comment les dieux de la guerre eux-mêmes s'émerveilleraient de la vue étrange de leur courage.
La scène semble brutale, mais il y a un réconfort tranquille ici si vous regardez de plus près. Les historiens suggèrent qu'il s'agissait probablement de représentations, et non de véritables combats à mort. Un individu atteint de nanisme était une marchandise précieuse, une partie coûteuse de la collection d'un empereur. Il serait très peu probable de les risquer dans un combat mortel. Ce que vous regardez ressemble davantage à une forme de théâtre. Il rejoue de célèbres contes mythologiques, comme la bataille légendaire entre les Pygmées et les Grues. La véritable signification de l'événement résidait dans sa nature transgressive. C'était le genre de divertissement habituellement réservé aux dîners privés des super riches. En l'amenant dans l'arène publique, Domitien donnait au peuple un aperçu de son monde. C'était une démonstration qui renforçait son pouvoir ultime, le pouvoir de commander tout type de corps humain pour ses spectacles. L'arène publique, cependant, n'était qu'une scène pour ces spectacles. Vous quittez maintenant le rugissement de la foule derrière vous. Vous entrez dans un autre type d'espace de performance, le banquet romain ou convivium. L'air ici est lourd du parfum de viande rôtie, d'épices exotiques et de vins coûteux. Vous êtes un invité à l'une des fêtes privées de Domitien, allongé sur un canapé entouré de marbre et de mosaïques. Ces événements étaient bien plus qu'un simple repas, c'étaient des démonstrations soigneusement chorégraphiées de statues, de richesse et d'intimidation. C'est là qu'un empereur pouvait vraiment submerger ses invités, et Domitien en était un maître. Vous regardez les serviteurs se déplacer silencieusement dans la pièce. Certains portent des plateaux remplis de plats que vous n'avez jamais vus auparavant, des délices des coins les plus reculés de l'Empire. D'autres font partie du divertissement. Vous voyez une personne atteinte de nanisme, vêtue de soie fine, se déplacer parmi les invités. Peut-être verse-t-il du vin d'une cruche ornée, sa présence étant une décoration délibérée et vivante. Un autre pourrait interpréter une routine comique soigneusement répétée ou un combat de boxe simulé avec un autre nain, conçu pour amuser les invités puissants entre les plats. Cela semble surréaliste, un monde fantastique soigneusement construit où les règles normales de la société sont suspendues. Tout ici est censé envoyer un message. La nourriture exotique dit que la portée de l'empereur est si vaste qu'il peut apporter le goût de n'importe quel pays à sa table. Les décorations somptueuses disent que sa richesse est illimitée, et les artistes humains, les nains et les géants et les personnes des tribus conquises, délivrent le message le plus puissant de tous. Il montre que sa domination s'étend non seulement sur les terres, mais aussi sur les personnes. Il peut collectionner les êtres humains comme il collectionne les animaux rares ou les bijoux précieux. Vous, en tant qu'invité, êtes censé être ébloui, mais aussi un peu effrayé. Vous assistez à une performance de pouvoir absolu et vous comprenez que tout le monde dans cette pièce, du sénateur le plus puissant au plus petit artiste, sert à la guise de l'empereur. Alors pourquoi ont-ils fait ça? Vous pourriez vous poser cette question en regardant le théâtre étrange de la cour romaine. La réponse est complexe, mais elle se résume à du symbolisme. Pour un empereur comme Domitien, collectionner des gens n'était pas seulement un passe-temps, c'était un acte calculé et profondément politique, c'était un moyen de rendre une idée abstraite, l'idée du pouvoir impérial, visible et tangible pour que tout le monde puisse la voir. Dans l'esprit romain, le monde était un lieu d'ordre et de catégorie. Il y avait les Romains, puis il y avait les autres. Il y avait le monde civilisé de la ville et le monde sauvage de la nature. Un empereur qui pouvait contrôler et posséder les exceptions à ces règles démontrait un pouvoir supérieur à celui d'un dirigeant normal. Sa collection était une carte vivante de son empire. Un homme des forêts sombres de la Germanie, une femme des déserts de Nubie, un géant des hautes terres de Calédonie, chacun était un témoignage de la portée de ces légions, c'étaient des trophées humains. De même, collectionner des individus atteints de nanisme
ou de gigantisme était un moyen de montrer la domination sur le monde naturel lui-même, c'était comme si l'empereur disait que même les lois de la nature se pliaient à sa volonté. Il pouvait posséder ceux qui étaient exceptionnellement petits ou exceptionnellement grands, les intégrant à son foyer personnel. Cette pratique était un parallèle direct aux ménageries d'animaux exotiques que les empereurs gardaient également. Un lion d'Afrique, un crocodile du Nil et un nain de Grèce étaient, dans un sens symbolique, tous les mêmes. Ils signifiaient tous le pouvoir de l'empereur de contrôler le sauvage, l'étranger et l'extraordinaire. C'était le symbole de statut ultime, diffusant un message de domination absolue sur le monde connu et la nature elle-même. Ce précédent romain, qui a dépouillé le sacré et l'a remplacé par le spectacle, a créé un modèle puissant. Il a établi l'idée que collectionner des gens était un moyen légitime pour un dirigeant de faire étalage de son pouvoir. C'était une tradition née de l'ambition impériale et elle résonnerait dans les cours d'Europe pendant plus de 1000 ans. Vous vous trouvez dans une pièce calme et isolée. L'air est frais et immobile, portant le léger parfum de la cire d'abeille et du vieux bois. Vos yeux s'habituent à la lumière tamisée filtrant à travers une haute fenêtre, captant l'éclat du métal poli, le reflet irisé d'un coquillage et le vert profond d'un perroquet empaillé. Ceci est un Wunderkammer, une chambre des merveilles, et elle représente l'une des grandes passions de la Renaissance, le désir de collectionner le monde entier et de le tenir dans un seul espace. Pour les princes et les marchands fortunés de cette époque, un cabinet de curiosité était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était un microcosme de toute la création, une façon de comprendre et de catégoriser le monde dans sa diversité infinie. Ces collections étaient méticuleusement organisées. Vous pourriez passer votre main sur des objets classés comme Naturalia, des éléments du monde naturel. Ici, vous trouveriez des fossiles, des squelettes d'animaux exotiques et peut-être même le corps préservé d'un chien à 2 têtes, des choses qui étaient considérées comme étranges et merveilleuses. À côté d'eux se trouveraient les artificialia, les œuvres des mains humaines. Il pourrait s'agir de vieilles pièces romaines, de sculptures complexes ou de peintures magistrales. Dans un autre coin, vous trouveriez les exotica, des trésors des terres nouvellement explorées d'Amérique et d'Asie. Et enfin, vous verriez les scientifica, les outils de la connaissance, comme des astrolabes étincelants et des horloges complexes, symboles de la maîtrise croissante de l'humanité sur la nature. Au sein de ce système de classification, il existait cependant une catégorie qui nous semble aujourd'hui choquante. Les personnes présentant des caractéristiques physiques inhabituelles, en particulier celles atteintes de nanisme, étaient souvent considérées comme des naturalia vivants. Elles étaient considérées comme des merveilles de la nature, des additions vivantes et respirantes à une collection de merveilles. Avoir un nain de cour était un symbole de statut profond. Cela disait au monde que vous étiez non seulement riche, mais que vous aviez le pouvoir de commander même les produits les plus rares de la nature elle-même. Selon les historiens, cette fascination s'est institutionnalisée dans toute l'Europe. Au château d'Ambraz en Autriche, par exemple, l'archiduc Ferdinand II a pris soin de collectionner des portraits de personnes présentant ce qu'il appelait des déformations intéressantes, conservant leurs images aux côtés de ces autres raretés prisées. Posséder le portrait était une chose et posséder la personne en était une autre. Imaginez maintenant que vous vous trouvez à Florence, dans le somptueux Palais Pitti. C'est la cour de la famille Médicis, l'épicentre de l'art et du pouvoir de la Renaissance. En vous promenant dans les halls opulents, vous pouvez entendre le murmure lointain des courtisans et le bruissement de la soie. Sous le règne du grand-duc Cosme Ier de Médicis, ce palais est devenu célèbre pour sa propre collection vivante. Ici, les nains de cour n'étaient pas seulement des curiosités à cataloguer, ils étaient des artistes, des compagnons et des symboles constants et visibles de la magnificence du duc. Ils faisaient partie intégrante de la vie de la cour. Le plus célèbre des nains des Médicis était un homme nommé Braccio di Bartolo. Dans une démonstration de l'humour particulier de l'époque, on lui a donné le surnom ironique de Morgante, d'après un héros géant d'un poème épique populaire.
Pendant environ 30 ans, de 1540 à 1570, Morgante fut un habitué de la cour. Le duc Cosme lui-même le décrivit un jour comme le nain de notre palais ducal et notre serviteur le plus aimé. Sa renommée était telle qu'il a été immortalisé dans l'art, son image capturée dans des œuvres qui ont à la fois célébré son existence et, d'une certaine manière, l'ont piégé dans son rôle de curiosité. On peut presque sentir le regard de l'artiste posé sur lui. Vers 1552, le peintre de cour Agnolo Bronzino créa un portrait véritablement remarquable de Morgante. Il fut peint des deux côtés d'une seule toile, montrant sa forme nue de face et de dos. Le but était de montrer ce qu'on appelait sa semblance bizarre et monstrueuse. Sur le portrait, il est représenté comme un chasseur d'oiseaux, un passe-temps considéré comme approprié pour les nains qui n'étaient pas autorisés à chasser le gibier plus gros. Il tient une chouette comme appât, ses grands yeux fixant le spectateur depuis la toile. Bien que la peinture soit un chef-d'œuvre du portrait de la Renaissance, elle est aussi un rappel frappant de son statut. Il était admiré, mais il était aussi un objet à étudier et à exposer, son corps étant un sujet d'amusement artistique. La documentation artistique de Morgante ne s'est pas arrêtée à un tableau. Si vous vous promeniez dans les jardins de Boboli du palais, vous le retrouveriez cette fois transformé en pierre. Vers 1560, le sculpteur Valerio Sioli créa une statue de marbre de Morgante pour une fontaine. Vous pouvez imaginer toucher la surface fraîche et lisse du marbre. La statue le montre nu et perché de manière humoristique sur le dos d'une grande tortue. Ses œuvres d'art témoignent de son importance. On ne commande pas des œuvres à des maîtres comme Bronzino et Sioli pour n'importe qui, mais elles révèlent aussi la réalité complexe de sa vie. Il était un membre bien-aimé de la cour, oui, mais il était aussi traité comme une sorte d'animal de compagnie précieux, une merveille grotesque dont le corps était une source de divertissement. Cette pratique n'était pas unique à l'Italie. Tournons maintenant notre attention vers la cour espagnole des Habsbourg, l'une des plus puissantes d'Europe. Leur enthousiasme pour la collection de nains de cour était immense. Les archives historiques montrent que la cour employa au moins 70 personnes différentes, atteintes de nanisme entre 563 et 1700. Leur présence était une caractéristique constante de la vie royale. Et là, au cœur de la cour espagnole, il y avait un peintre qui voyait ces individus d'une manière que personne d'autre n'avait jamais vue. Son nom était Diego Velázquez. Velázquez était le peintre de cour officiel et il créa au moins 10 portraits des nains de la cour. Ce qui rend son travail si extraordinaire, c'est la profonde humanité qu'il a apportée à ses sujets. Il les a peints avec la même sensibilité et la même profondeur psychologique qu'il a accordée au portrait du roi et de la reine. On ne voit pas d'accessoires ni de curiosité dans ces peintures. On voit des individus. À travers ces coups de pinceau, on peut sentir leur dignité, leur intelligence et parfois une profonde et silencieuse mélancolie. Ils ne se contentaient pas de capturer leur forme physique et ils laissaient entrevoir les vies intérieures complexes de personnes vivant dans des circonstances vraiment incroyables. Pour vraiment comprendre le génie de Velázquez, il suffit de regarder son chef-d'œuvre, Las Meninas, peint en 656. En contemplant la scène complexe, vos yeux sont attirés au premier plan. Là, debout à côté de la jeune princesse, se trouvent deux nains de cour, Maria Barbola et Nicolásito Pertusato. Ils ne sont pas relégués au second plan, ni traités comme une afterthought, ils sont centraux, partie intégrante de la composition. Les érudits d'art soulignent que la capacité d'observation de Velázquez était si précise qu'il a parfaitement capturé les conditions médicales distinctes de chacun. On peut voir les caractéristiques de la chondroplasie chez Maria et la petite taille proportionnelle de Nicolásito qui était probablement causée par un problème de thyroïde. Il les voyait non pas comme des monstres, mais comme des êtres humains. Mais tous les artistes ne partageaient pas le regard compatissant de Velázquez. À Venise, de grands maîtres comme Paolo Veronese incluaient souvent des nains dans leurs grandes peintures, mais pour des raisons très différentes. Sur une vaste toile comme la famille de Darius devant Alexandre, vous pouvez apercevoir un nain au bord de la scène. Ici, la personne n'est pas un sujet mais un outil, un dispositif artistique. Leur petite taille est utilisée pour donner un sens de l'échelle, faisant
apparaître les personnages principaux et l'architecture imposante derrière eux, encore plus grands et monumentaux, ils servent également de ce que l'on appelle une figure de repoussoir, un objet placé au premier plan extrême pour aider à guider votre regard dans la peinture. Ce sont un tour de composition, pas une histoire humaine. Cela soulève une question fascinante. La Renaissance était l'âge de l'humanisme, un mouvement qui célébrait la dignité de l'homme et la perfection de la forme humaine. Alors, comment cet idéal pouvait-il coexister avec la pratique de la collection de personnes dont les corps étaient considérés comme imparfaits? La réponse réside dans un étrange paradoxe. Le corps imparfait du nain servait de contraste nécessaire au corps idéalisé du prince ou du roi. Les voir côte à côte renforçait visuellement la propre perfection et la propre grandeur du souverain. De plus, la Renaissance était obsédée par la maraviglia, les merveilles du monde naturel. Les nains étaient considérés comme l'une des merveilles les plus intrigantes de la nature. Les collectionner, c'était posséder une merveille vivante, un témoignage de la créativité infinie et parfois étrange de Dieu. En fin de compte, l'impulsion préscientifique de rassembler, de catégoriser et d'exposer toutes les variations de la nature était la force motrice derrière le Wunderkammer. Et pour de nombreux collectionneurs, la curiosité humaine vivante et respirante était son prix ultime. On sent presque le pouvoir changer de main. L'air dans les grandes salles d'Europe est différent maintenant, plus lourd d'ambition. C'est l'âge de l'absolutisme. Le monarque n'est plus seulement la personne la plus puissante du pays, il est l'État lui-même. Et avec ce pouvoir absolu vient un besoin absolu de le montrer sous tous les angles imaginables. En Russie, cette idée est poussée à l'extrême par un homme qui est un géant à sa manière. Il s'appelle Pierre le Grand et il mesure un impressionnant mètre 4,28. Le tsar est consumé par une curiosité puissante et souvent cruelle. Il est en mission pour sortir son pays de l'ère moderne. Une partie de cette mission semble presque scientifique. Il crée le premier musée de Russie, la Kunstkamera. Vous pourriez vous promener dans ces salles en regardant sa collection privée. Vous y verriez des fœtus préservés avec des difformités, des animaux à 2 têtes et des squelettes de géants. L'objectif de Pierre était de remplacer la peur superstitieuse par une enquête rationnelle. Il voulait que les gens étudient ces monstres et non qu'ils les craignent. Mais cet intérêt scientifique a un contrepartie sombre et profondément personnel. Le tsar est également fasciné par les nains. Il les collectionne avec la même énergie vorace qu'il applique à tout le reste. On dit que sa sœur, Natalia, en possédait 93. Votre vie à sa cour est une source de divertissement constant et bizarre. Une farce favorite du tsar est de faire surgir un nain nu d'une géante tarte pendant un festin. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Il y a du confort, mais aussi une anxiété constante et sourde. La ligne entre être une personne et être une curiosité a été complètement effacée. Ce monde bizarre atteint son apogée pendant le froid hiver de 1710. C'est l'année du tristement célèbre mariage des nains. Le tsar décide de célébrer le mariage de son bouffon de cour préféré, un homme nommé Yakim Volkov. Pierre publie un décret formel. Toute personne atteinte de nanisme vivant près de Saint-Pétersbourg et de Moscou doit assister. Il n'y a pas de choix. Environ 70 personnes, pour la plupart des paysans pauvres, sont rassemblées et amenées à la capitale. Vous vous retrouvez vêtu d'un costume miniature élaboré. C'est une copie parfaite des dernières modes occidentales, celles que portent les nobles. Ensuite, vous êtes contraint de défiler en procession jusqu'à l'église. Des témoignages oculaires de diplomates étrangers décrivent la scène. Un défilé de 72 nains, suivi de la silhouette imposante du tsar lui-même. Après la cérémonie, il y a un festin. Mais c'est une parodie grotesque. Vous êtes assis à de petites tables avec de petites chaises autour de la pièce. À des tables de taille normale sont assis les nobles et le tsar. Ils vous regardent, comme si vous étiez une pièce de théâtre.
Des serviteurs vous enivrent délibérément d'alcool. Bientôt, la pièce se remplit du bruit de rire tonitruant, alors que les nobles regardent les nains trébucher dans des danses et tomber dans des bagarres en état d'ébriété. Mais selon les historiens, il ne s'agissait pas seulement de sadisme. Pour Pierre, c'était un message. Il voyait les nains ivres, vêtus de beaux vêtements européens, mais se comportant comme des paysans, comme un symbole de sa propre aristocratie. Il montrait à ses nobles, les boyards, que leur résistance à ces réformes était tout aussi pathétique. Il leur disait qu'ils ne faisaient que jouer à être européens. Pendant ce temps, en France, le spectacle sert un objectif différent. Ici, le roi Louis XIV a créé le symbole ultime du pouvoir, le château de Versailles. C'est une cage dorée, conçue pour occuper la noblesse avec des rituels sans fin et une étiquette stricte. À Versailles, la collection humaine vise à projeter la puissance mondiale. Vous voyez de jeunes garçons africains et morts servir de pages. Ils sont vêtus de costumes somptueux et luxueux en soie et en satin. Ils deviennent des accessoires à la mode pour les nobles les plus gradés de la cour. Leur travail principal est simplement d'être vus. Leur peau plus foncée offre un contraste saisissant et exotique avec la peau pâle et poudrée des aristocrates français. Leur simple présence est un rappel constant vivant du pouvoir du roi Soleil. Elle montre que sa portée s'étend jusqu'aux coins les plus reculés du monde. Cela faisait tellement partie de la vie de la cour que cela a conduit à des rumeurs persistantes. Une histoire prétendait que la reine avait une liaison avec son page mort, Nabo, et avait donné naissance à une fille noire secrète. L'histoire est presque certainement fausse. Une explication plus probable est que le roi et la reine étaient simplement les parrains et marraines de l'enfant orphelin d'un couple africain qui travaillait au palais. Mais le simple fait que la rumeur ait existé vous en dit long sur l'intégration de ces individus dans l'imaginaire de la cour. Cette surface scintillante cachait cependant une réalité beaucoup plus sombre. La loi française stipulait que toute personne asservie mettant les pieds sur le sol français était automatiquement libre. Mais cette règle était facilement ignorée. Au cours de l'été 680, Louis fit amener 54 hommes nouvellement achetés comme esclaves à Versailles. Vêtus uniquement d'un short jaune, ils furent personnellement inspectés par le roi. Ensuite, ils furent contraints de ramer sur un navire modèle à travers le Grand Canal pour le divertissement de la cour. Cette étrange vie n'était pas propre à la Russie ou à la France. La dynastie des Habsbourg, souveraine d'Espagne et d'Autriche, avait l'une des plus anciennes traditions de collection de personnes. Pendant des siècles, leur cour était remplie de nains et de géants. La cour espagnole seule abritait 70 nains entre 1563 et 1700. L'acquisition de nouveaux individus était une tâche constante pour les fonctionnaires de la cour. Les Habsbourg étaient célèbres pour leurs collections de toutes sortes. Leur Wunderkammern ou cabinet de curiosités était légendaire et ces collections comprenaient d'étendues galeries de portraits de ce qu'ils appelaient des prodiges humains. Une célèbre peinture du château d'Ambras montre le géant de la cour, Barthélemy Bon, debout à côté du nain, Thomel. La composition est délibérée, elle met en évidence le contraste saisissant, les présentant comme une paire parfaitement assortie de merveilles naturelles. Et ainsi, dans toutes les cours d'Europe, la vie de ces individus suivait un chemin similaire et étrange. C'était une vie de soumission privilégiée. On vous offrait du confort, vous aviez de beaux vêtements, de la bonne nourriture et une chambre à l'intérieur des murs du palais. Certains, comme le nain anglais Richard Gibson, ont même reçu une éducation et sont devenus des artistes à succès. Mais ce luxe avait un prix élevé. Vous n'aviez aucune liberté personnelle. Vous étiez en fin de compte une propriété. Les souverains vous achetaient, vous vendaient et vous échangeaient les uns aux autres comme cadeaux diplomatiques. Votre vie
étaient soumises aux caprices de votre propriétaire. Vous étiez souvent traité comme un enfant ou un animal de compagnie, et on s'attendait à ce que vous exécutiez des pitreries pour le divertissement de la cour. Un combat de lutte entre un nain et un singe était une source de grand plaisir à la cour des Médicis. Toute votre existence était une performance de votre propre altérité. C'était un rôle dont vous ne pouviez jamais vous échapper. À l'âge de l'absolutisme, ces collections humaines sont devenues une forme de propagande vivante. Leur corps était des toiles, et sur eux, les monarques projetaient leur immense pouvoir. On sent presque le pouvoir changer de main. L'air dans les grandes salles d'Europe est différent maintenant, plus lourd d'ambition. C'est l'âge de l'absolutisme. Le monarque n'est plus seulement la personne la plus puissante du pays, il est l'État lui-même. Et avec ce pouvoir absolu vient un besoin absolu de le montrer sous tous les angles imaginables. En Russie, cette idée est poussée à l'extrême par un homme qui est un géant à sa manière. Il s'appelle Pierre le Grand et il mesure un impressionnant mètre 82. Le tsar est consumé par une curiosité puissante et souvent cruelle. Il est en mission pour sortir son pays de l'ère moderne. Une partie de cette mission semble presque scientifique. Il crée le premier musée de Russie, la Kunstkamera. Vous pourriez vous promener dans ces salles en regardant sa collection privée. Vous y verriez des fœtus préservés avec des difformités, des animaux à deux têtes et les squelettes de géants. L'objectif de Pierre était de remplacer la peur superstitieuse par une enquête rationnelle. Il voulait que les gens étudient ces monstres et non qu'ils les craignent. Mais cet intérêt scientifique a un contrepartie sombre et profondément personnel. Le tsar est également fasciné par les nains. Il les collectionne avec la même énergie vorace qu'il applique à tout le reste. On dit que sa sœur, Natalia, en possédait 93. Votre vie à sa cour est une source de divertissement constant et bizarre. Une farce favorite du tsar est de faire surgir un nain nu d'une tarte géante pendant un festin. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Il y a du confort, mais aussi une anxiété constante et sourde. La ligne entre être une personne et être une curiosité a été complètement effacée. Ce monde bizarre atteint son apogée pendant le froid hiver de 1710, c'est l'année du tristement célèbre mariage des nains. Le tsar décide de célébrer le mariage de son bouffon de cour préféré, un homme nommé Yakim Volkov. Pierre publie un décret formel. Toute personne atteinte de nanisme vivant près de Saint-Pétersbourg et de Moscou doit assister. Il n'y a pas de choix. Environ 70 personnes, pour la plupart des paysans pauvres, sont rassemblées et amenées à la capitale. Vous vous retrouvez vêtu d'un costume miniature élaboré. C'est une copie parfaite des dernières modes occidentales, celles que portent les nobles. Ensuite, vous êtes contraint de défiler en procession jusqu'à l'église. Des témoignages de diplomates étrangers décrivent la scène, un défilé de 72 nains suivi de la silhouette imposante du tsar lui-même. Après la cérémonie, il y a un festin, mais c'est une parodie grotesque. Vous êtes assis à de petites tables avec de petites chaises. Autour de la pièce, à des tables de taille normale, sont assis les nobles et le tsar. Ils vous regardent comme si vous étiez une pièce de théâtre. Des serviteurs vous enivrent délibérément d'alcool. Bientôt, la pièce se remplit du bruit de rires tonitruants alors que les nobles regardent les nains trébucher dans des danses et tomber dans des bagarres en état d'ébriété. Mais selon les historiens, il ne s'agissait pas seulement de sadisme. Pour Pierre, c'était un message. Il voyait les nains ivres, vêtus de beaux vêtements européens, mais se comportant comme des paysans, comme un symbole de sa propre aristocratie. Il montrait à ses nobles, les boyards, que leur résistance à ces réformes était tout
aussi pathétique. Il leur disait qu'il ne faisait que jouer aux Européens. Pendant ce temps, en France, le spectacle sert un objectif différent. Ici, le roi Louis XIV a créé le symbole ultime du pouvoir, le château de Versailles. C'est une cage dorée, conçue pour occuper la noblesse, avec des rituels sans fin et une étiquette stricte. À Versailles, la collection humaine vise à projeter la puissance mondiale. Vous voyez de jeunes garçons africains et morts servir de pages. Ils sont vêtus de costumes somptueux et luxueux en soie et en satin. Ils deviennent des accessoires à la mode pour les nobles, les plus gradés de la cour. Leur travail principal est simplement d'être vus. Leur peau plus foncée offre un contraste saisissant et exotique avec la peau pâle et poudrée des aristocrates français. Leur simple présence est un rappel constant, vivant, du pouvoir du roi Soleil. Elle montre que sa portée s'étend jusqu'aux coins les plus reculés du monde. Cela faisait tellement partie de la vie de cour que cela a conduit à des rumeurs persistantes. Une histoire prétendait que la reine avait une liaison avec son page mort, Nabo, et avait donné naissance à une fille noire secrète. L'histoire est presque certainement fausse. Une explication plus probable est que le roi et la reine étaient simplement les parrains et marraines de l'enfant orphelin d'un couple africain qui travaillait au palais. Mais le simple fait que la rumeur ait existé vous en dit long sur l'intégration de ces individus dans l'imaginaire de la cour. Cette surface scintillante cachait cependant une réalité beaucoup plus sombre. La loi française stipulait que toute personne asservie mettant les pieds sur le sol français était automatiquement libre. Mais cette règle était facilement ignorée. Au cours de l'été 680, Louis fit amener 54 hommes nouvellement achetés comme esclaves à Versailles. Vêtus uniquement d'un short jaune, ils furent personnellement inspectés par le roi. Ensuite, ils furent contraints de ramer sur un navire modèle à travers le Grand Canal pour le divertissement de la cour. Cette étrange vie n'était pas propre à la Russie ou à la France. La dynastie des Habsbourg, souveraine d'Espagne et d'Autriche, avait l'une des plus anciennes traditions de collection de personnes. Pendant des siècles, leur cour était remplie de nains et de géants. La cour espagnole seule abritait 70 nains entre 1563 et 1700. L'acquisition de nouveaux individus était une tâche constante pour les fonctionnaires de la cour. Les Habsbourg étaient célèbres pour leurs collections de toutes sortes. Leur Wunderkammern ou cabinet de curiosité était légendaire, et ces collections comprenaient d'étendues galeries de portraits de ce qu'ils appelaient des prodiges humains. Une célèbre peinture du château d'Ambras montre le géant de la cour, Barthélemy Bon debout à côté du nain, Thomel. La composition est délibérée, elle met en évidence le contraste saisissant, les présentant comme une paire parfaitement assortie de merveilles naturelles. Et ainsi, dans toutes les cours d'Europe, la vie de ces individus suivait un chemin similaire et étrange. C'était une vie de soumission privilégiée. On vous offrait du confort. Vous aviez de beaux vêtements, de la bonne nourriture et une chambre à l'intérieur des murs du palais. Certains, comme le nain anglais Richard Gibson, ont même reçu une éducation et sont devenus des artistes à succès. Mais ce luxe avait un prix élevé. Vous n'aviez aucune liberté personnelle. Vous étiez en fin de compte une propriété. Les souverains vous achetaient, vous vendaient et vous échangeaient les uns aux autres comme cadeaux diplomatiques. Votre vie était soumise aux caprices de votre propriétaire. Vous étiez souvent traité comme un enfant ou un animal de compagnie, et on s'attendait à ce que vous exécutiez des pitreries pour le divertissement de la cour. Un combat de lutte entre un nain et un singe était une source de grand plaisir à la cour des Médicis. Toute votre existence était une performance de votre propre altérité. C'était un rôle dont vous ne pouviez jamais vous échapper. À l'âge de l'absolutisme, ces collections humaines sont devenues une forme de propagande vivante. Vos corps étaient des toiles, et sur eux, les monarques projetaient leur immense pouvoir. Le monde change autour de vous. La lumière électrique remplace la lampe à gaz. Les premières automobiles commencent à cahoter dans les rues des villes. Nous sommes au début du XXe siècle et un sentiment de nouveauté est partout. Avec ce sentiment vient un changement de pensée. Les grandes expositions et les os humains, qui semblaient autrefois si permanents, commencent à s'estomper.
On pourrait penser que cela s'est produit à cause d'une soudaine vague de clarté morale, mais la vérité est un peu plus compliquée. Le déclin n'a pas été qu'un changement de cœur. Il a été motivé par une nouvelle science, plus froide. Cette nouvelle science s'appelait la eugénique. Elle est née des mêmes idées qui avaient justifié les os humains au départ, mais elle les a tordus en quelque chose de bien plus sinistre. Vous n'entrez plus dans une tente de foire pour vous émerveiller devant une personne atteinte d'une condition physique rare. Au lieu de cela, on vous demande de la voir comme un signe de quelque chose d'autre. Selon les eugénistes, ces individus n'étaient pas des objets de curiosité, ils étaient la preuve d'une hérédité dégénérée, ils représentaient une menace biologique pour la santé de la nation. Vous pouvez sentir le changement dans l'air, le regard de la foule change, la curiosité tranquille est remplacée par une peur nerveuse, la personne sur scène n'est plus une artiste, elle est maintenant un spécimen, un problème à gérer. Cette nouvelle façon de penser offrait ses propres solutions. La réponse n'était pas de mettre les gens en spectacle pour le divertissement. La réponse, disait-il, était l'élimination. Pas par la violence, mais par un processus silencieux et systématique. Les gens ont été retirés de la vue du public et placés dans des institutions. Ils ont été ségrégés de la société et dans les cas les plus effrayants, ils ont été soumis à une stérilisation forcée. La scène du showman a été démantelée seulement pour être remplacée par les murs froids et stériles d'une clinique. La fin ultime de ces pratiques est arrivée dans la fumée et les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Le monde venait d'être témoin des horreurs de l'Holocauste. L'Allemagne nazie avait poussé les idées de l'eugénique à leur conclusion la plus terrifiante et génocidaire. Après cela, l'exposition publique de personnes en fonction de leur race est devenue moralement défendable. On ne pouvait plus la regarder de la même manière. Les justifications qui avaient semblé si raisonnables quelques décennies plus tôt sonnaient maintenant creuses et monstrueuses. Vous pouvez sentir un profond sentiment de honte envahir le monde occidental. Au même moment, un autre grand changement balayait le globe. Les anciens empires européens commençaient à s'effondrer. En Afrique et en Asie, les mouvements anticoloniaux prenaient de l'ampleur. Le cadre politique qui avait soutenu les expositions ethnographiques était démantelé pièce par pièce. Le mythe de la mission civilisatrice avait été brisé pour de bon. Il y a eu un dernier soupir étrange de ce monde mourant. En 1958, l'exposition universelle de Bruxelles a présenté un village congolais. C'était un écho d'une époque révolue, mise en scène juste avant que le Congo ne déclare son indépendance. Mais ne voir cette histoire que comme une histoire d'exploitation, c'est manquer quelque chose de vital. Les personnes qui ont été exposées n'étaient pas toujours des victimes passives. Il faut regarder de plus près. Dans les circonstances incroyablement difficiles auxquelles elles étaient confrontées, beaucoup ont trouvé des moyens d'affirmer leur propre dignité. Ils ont trouvé des moyens de résister. L'une des histoires les plus poignantes est celle d'un homme nommé Ota Benga. C'était un homme Mbouti du Congo. En 1904, vous auriez pu le voir exposé à l'exposition universelle de Saint-Louis. C'était un endroit bruyant, bondé et sous une chaleur estivale étouffante. Il n'était qu'une exposition parmi des milliers. Mais son voyage était loin d'être terminé. De Saint-Louis, Ota Benga a été emmené à New York. En 1906, vous le trouveriez au zoo du Bronx. Il n'était pas là en tant que visiteur, il était là en tant qu'exposition. À l'instigation d'un eugéniste de premier plan, il a été placé dans la Monkey House du zoo. Il a été exposé aux côtés d'un orang-outan. Un panneau a été accroché avec l'inscription « Le maillon manquant ». C'était un acte de déshumanisation brutale et directe, mais cela n'est pas passé inaperçu. La communauté afro-américaine de la ville a été immédiatement indignée. Des chefs religieux ont organisé des protestations. Ils ont écrit des lettres au maire. Le révérend James H. Gordon a mené la charge. Nous pensons que notre race est déjà suffisamment déprimée, a-t-il écrit, sans exposer l'un d'entre nous avec les singes. Ces mots portaient une demande simple et puissante.
Nous pensons que nous sommes dignes d'être considérés comme des êtres humains, dotés d'une âme. La pression du public a fonctionné. Le zoo a été contraint de remettre Ota Benga aux soins du révérend Gordon. Mais le mal était fait. Il était profondément traumatisé. Il rêvait de retourner dans son pays natal, au Congo. Mais le début de la Première Guerre mondiale a rendu cela impossible. En 1916, à seulement 32 ans, Ota Benga a allumé un feu cérémoniel. Il a enlevé les capuchons de ses dents rituellement limées. Et puis il s'est tiré une balle dans le cœur. Sa vie est un rappel déchirant du coût humain d'être transformé en spectacle. D'autres ont trouvé des moyens plus modestes de résister. Ils négocieraient leur contrat pour un meilleur salaire. Ils adapteraient leurs performances pour se moquer subtilement de leurs ravisseurs. À l'abri des regards du public, ils formaient des communautés, trouvant du réconfort et de la solidarité les uns avec les autres. Vous pourriez avoir l'impression que le zoo humain est un vestige d'un passé lointain et plus cruel. Il est facile de penser que nous avons dépassé de telles choses, mais la dynamique sous-jacente existe toujours. Ce regard objectivant, celui qui transforme une personne en spectacle pour votre divertissement, reste une force puissante. Les critiques culturelles utilisent parfois l'histoire du zoo humain comme un outil, un moyen de comprendre et d'explorer la façon dont nous nous traitons les uns les autres aujourd'hui. Il suffit d'allumer votre télévision pour voir ces échos modernes. Pensez à la télé-réalité. Tant de ces émissions sont basées sur un simple principe. Elles vous invitent à épier la vie de personnes présentées comme différentes. Elles peuvent être différentes en raison de leur style de vie, de leur richesse, de leur pauvreté ou de leurs convictions. La façon dont ces émissions sont montées et commercialisées suit souvent la même vieille logique. Elles mettent l'accent sur la différence. Elles vous encouragent, le spectateur, à ressentir un sentiment de supériorité. La ligne entre regarder quelqu'un et l'exploiter devient très floue. L'héritage du zoo humain et l'héritage de l'altérisation, c'est le processus qui consiste à définir les gens comme fondamentalement différents de vous. Au fond, cette longue histoire de collecte et d'exposition de personnes est une histoire de déshumanisation. Elle montre comment le pouvoir peut dépouiller une personne de son identité. Elle la réduit à une seule et simple étiquette. Vous n'êtes plus une personne, vous êtes un animal de compagnie, un monstre, un sauvage ou un spécimen. Votre humanité pleine et complexe est effacée. Elle est remplacée par une caricature qui sert les intérêts de quelqu'un d'autre. Les histoires de personnes comme Jeffrey Hudson, le nain de cour, et Ota Benga, l'homme du zoo, sont un rappel puissant. Elles nous rappellent l'importance profonde de voir l'individu derrière l'étiquette. Elles nous mettent au défi de résister à ce regard facile et jugeant, et d'insister sur l'humanité fondamentale qui appartient à chaque personne. Voici une adaptation en français. On imagine naître dans un monde où le corps ne vous appartient plus, où roi et empereur ne voient en vous qu'un ornement vivant, une créature à collectionner, à exhiber, à troquer comme une toile précieuse ou une bête rare. C'est l'histoire oubliée des nains de cour, des géants, des incuriosités humaines qui peuplaient les cages dorées de l'aristocratie, des palais de la Rome antique aux cours de Versailles. Les puissants ont toujours cherché à s'approprier l'extraordinaire, même lorsque cet extraordinaire était un être humain. Tout commença avec des empereurs comme Domitien, qui emplissaient ses banquets de nains et de géants, transformant leur corps en symbole de sa domination sur la nature elle-même. La Renaissance amplifia cette obsession, les Médicis et autres souverains cultivant de véritables cabinets de curiosité vivants, où les individus dotés de traits singuliers étaient répertoriés aux côtés des œuvres d'art et des antiquités. Velasquez les immortalisait sur ses toiles, mais leur voix se perdait dans l'histoire, réduite à des notes de bas de page dans les récits des rois.
L'âge de l'absolutisme vit cette pratique atteindre son apogée. Pierre le Grand montait des parodies grotesques de mariage entre nains, tandis que Louis XIV exhibait des serviteurs africains comme des trophées exotiques. Ces individus vivaient dans le luxe, mais leur autonomie n'était qu'illusion. Ils étaient des animaux de compagnie, non des égaux. Et lorsque les Lumières arrivèrent, elles n'entamèrent pas pour autant leur exploitation et elles la reformulèrent simplement. La science devint la nouvelle justification, les jardins zoologiques humains et les spectacles de foire transformant la collection privée en spectacle public. P.T. Barnum fit de nains comme le général Tom Pouce des sensations mondiales, mais le prix à payer fut leur humanité. Aujourd'hui, nous aimons croire que nous avons dépassé une telle cruauté. Pourtant, les échos de cette histoire persistent dans la manière dont nous dévorons les émissions de télé-réalité, dans l'exploitation de l'iotre pour notre divertissement. L'histoire de ces êtres collectionnés est un avertissement, la déshumanisation revêt de nombreux visages, et la frontière entre curiosité et cruauté est plus ténue qu'il n'y paraît. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un traité comme un spectacle, demandez-vous, regardez-vous une personne ou voyez-vous ce que voyaient les empereurs? Le passé n'est jamais aussi lointain qu'on